Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle et 12e émission consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine, intitulée Les pâturages du ciel. Ce doux nom de pâturage du ciel, vous le savez, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie, où le ciel et la terre rivalisent de beauté, au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent, et cette émission a pour ambition chaque mois de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Pour m'accompagner ce soir, j'ai 3 invités dont je prévois qu'ils s'écharperont de bon cœur sur certains sujets. Tout d'abord, Tanguy de Vienne, fondateur d'une agence de communication, Ad Vitam, et du cabinet d'architectes Dussolier de Vienne. Vous êtes très attaché au patrimoine, bien sûr, et vous vous intéressez particulièrement aux moyens d'optimiser la consommation énergétique au sein du bâti, et donc, bien entendu, aux moyens de produire de l'énergie à l'échelle de vos projets. Et vous avez, je crois, en ce moment, une ambition plus politique. Elle concerne votre village, celui où est située la maison que vous rénovez, restaurez et soignez depuis très longtemps déjà. Oui, tout à fait. Mais bonsoir, merci pour cette invitation. Et effectivement, je monte une liste pour les prochaines municipales à Grésy-Suines. Très bien. Merci Tanguy de Vienne. Ensuite, Jacques de Guilbon, vous êtes essayiste, journaliste et éditeur. Et un nouveau livre, justement, est disponible en souscription en ligne. Racontez-nous. Oui, avec les petites éditions de la 11e heure qu'on a créées il y a 6 mois, on publie des livres qu'on vend par souscription sur Tipeee, sur Internet, avant de les mettre dans le commerce. Et le 3e livre qu'on publie s'appelle La cause des pauvres de Frédéric Ozanam. C'est donc une anthologie des textes sociaux de ce grand homme, ce grand inventeur de la doctrine sociale de l'Église que fut Frédéric Ozanam au XIXe siècle. Celui qui a inspiré Rerum Novarum, notamment l'encyclique du pape Léon XIII sur cette question. Voilà, ce sont des textes qui vont de 1830 à 1850, sa mort à peu près. Et les 2 précédents, il me semble, vous avez commencé par Chesterton. Exactement. Le retour de Don Quichotte, qui est une sorte de fable, de roman sur l'époque, une critique du capitalisme. Et le second, Les prophètes du passé de Barbé d'Aurevilly, voilà, qui est une Très bien. 3 très beaux critique auteurs de la modernité. Voilà. Eh bien, rappelez-nous où se les procurer. On peut soit sur le site de la 11e heure, la11eheure.org, soit sur Tipeee, qui est un site de crowdfunding, qui s'écrit TIPEEE. Voilà. Parfait. Merci Jacques de Guilbon. Enfin, Hervé Juvin, vous avez été conseiller spécial de Corinne Lepage, qui a été ministre de l'Environnement de Jacques Chirac, et vous êtes un fidèle collaborateur de la revue Éléments. Et puis vous avez été député européen, vous avez largement porté le programme du Rassemblement national sur le volet écologique, et vous êtes actuellement président du mouvement localiste, et j'oublie énormément de choses, mais pouvez-vous nous raconter ce qu'est le mouvement localiste ? Je vais plutôt parler par illustration. Le mouvement localiste a eu la chance d'être invité par les autorités indiennes, par l'India Foundation, à participer à la Maal Kumbh Mela. Alors la Maal Kumbh Mela, ça doit sembler de l'hébreu pour beaucoup de nos auditeurs. C'est le plus grand rassemblement dans l'histoire de l'humanité. Ça a lieu tous les 144 ans et ça a réuni de la moitié du mois de janvier à la fin du mois de février probablement 1,5 milliard d'hindous sur les rives du Gange et de la Narmada. Ils sont venus quelquefois en famille, ils ont voyagé pour certains pendant des semaines pour se plonger 7 fois dans le Gange, pour se purifier de leurs fautes, pour gagner une vie meilleure, mais surtout pour s'allier à la nature. Et pourquoi j'évoque cela ici ? Parce que je suis sorti très marqué des 3 jours que j'ai passés au cœur même de la Kumbh Mela, sous une tente, en mangeant végétarien, sur les bords du Gange et de la Narmada. Tout simplement parce que cette Maal Kumbh Mela, c'est les retrouvailles de l'homme et de la nature. C'est les retrouvailles de l'homme avec l'eau de la terre et l'eau du ciel, comme le dit la Bible, avec les fleuves, avec la terre, avec les astres, puisque la Maal Kumbh Mela, c'est la conjonction de 7 planètes qui s'alignent. Et c'est un moment assez magique, parce que c'est un moment qui nous incite, nous, à repenser notre rupture avec la nature. À aucun moment pour les hindous qui sont là, la nature est un objet à exploiter. C'est quelque chose avec lequel on vit et on en est partie prenante. C'est pourquoi j'ai choisi de consacrer un film, un court-métrage sur cette Maal Kumbh Mela que vous pouvez visionner sur TV Liberté. Mais c'est pourquoi je suis sorti très marqué de cette expérience, parce que je crois qu'elle nous invite à repenser le rôle de la raison
dans notre politique et dans notre philosophie, notre raison qui nous sépare de la nature n'est probablement pas une raison qui nous va très bien. Et d'ailleurs, on voit bien le crépuscule des démocraties libérales, on voit bien le crépuscule des économies libérales. Et probablement, est-ce que dans les générations à venir, un des enjeux, c'est de repenser notre relation avec la nature. Alors, c'est passionnant, cher Hervé Juvin, et j'ai mes souvenirs de 3 voyages en Inde qui me reviennent. Je me souviens d'un pays néanmoins extrêmement pollué, jonché de déchets dans les villes. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? C'est le paradoxe du développement. Tous les pays qui s'attaquent à l'industrialisation, qui veulent se doter d'infrastructures, commencent par le faire avec des dégâts environnementaux considérables. Le meilleur exemple, c'est celui de la Chine. Je ne me prononcerai pas sur ce que font les entreprises chinoises hors de la Chine, mais aujourd'hui, la Chine a planté des milliards d'arbres. Aujourd'hui, vous avez des villes chinoises qui sont des jardins. Quand vous allez à Shenzhen, vous avez un square ou un parc tous les 300 mètres ou tous les kilomètres et demi. Vous pouvez partout marcher à l'ombre ou faire circuler à vélo à l'ombre. Et la nouvelle ville qui correspond à un projet personnel du président Xi Jinping, qui s'appelle Xiong'an, est une ville, ça n'est pas la nature qu'on met au milieu des immeubles, ce sont des îlots d'immeubles au milieu de la nature. Quand vous vivez à Xiong'an, vous n'êtes jamais plus loin que 200 mètres d'un espace vert ou d'un lac ou d'un étang. Bref, la Chine est en train complètement de partir sur une révolution écologique, tout simplement parce que le niveau de vie de ses habitants maintenant l'exige. Les Chinois maintenant exigent de vivre dans un environnement beau, agréable et sympathique à la nature humaine et à la vie humaine. J'espère que l'Inde va suivre le même chemin. Mais ce que je constate, c'est que la rupture qui a eu lieu entre la nature et l'homme, la science comme rupture avec la nature, la science comme règne de la raison, du calcul, du marché, du prix, ça n'a pas valeur en Inde. Les hindous ne vivent pas sur ce régime-là. Ça laisse évidemment beaucoup d'espoir pour leur conversion écologique à venir, mais qui, je pense, viendra tout naturellement avec l'augmentation du niveau de vie. En Inde, on commence à avoir une classe moyenne substantielle, probablement de l'ordre de 200 millions de personnes, peut-être davantage. Et si l'Inde est destinée, comme beaucoup le prévoient, à devenir la 3e puissance mondiale dans les années 30, je pense que ce sera aussi une puissance écologique à ce moment-là. Bien, merci messieurs pour cette introduction. Alors au programme ce soir et au cœur du débat sur le rapport de l'homme à la technique, nous allons parler de la révolution de l'intelligence artificielle, mais sous un angle peu abordé, mais qui a fait parler ces derniers jours, celui de ses conséquences environnementales. Alors, est-ce plutôt une source d'innovation, une source de pollution ? Ce sera Jacques de Guillemont qui prendra la parole sur ce sujet. Et ensuite, nous parlerons, toujours sur, bien sûr, les thématiques d'énergie douce, chère à Tanguy de Vienne, du RERV, rebaptisé le VIF, Vélo Île-de-France, une sorte de réseau de circulation des vélos qui pourrait permettre une véritable alternative à l'utilisation de la voiture dans les années qui viennent pour un budget limité. Ensuite, nous ferons un petit point justement sur les ventes de voitures électriques qui sont en berne alors que les vélos, eux, se vendent plutôt bien. Un petit détour par les ZFE également, j'aimerais votre avis. Est-ce que vraiment c'est une chasse aux gueux ou est-ce qu'il y a un intérêt pour effectivement la qualité de l'air dans les grosses métropoles ? Et puis nous attaquerons le thème principal de notre émission. Doit-on craindre la politique environnementale de Donald Trump ? Ou n'est-il pas au contraire un écolo qui s'ignore, puisque l'effet de ces mesures protectionnistes pourrait avoir un impact finalement favorable sur les pollutions liées à la surproduction de cochonneries périssables qui traversent la planète entière pour finir à la poubelle au bout de quelques jours. Enfin, dernier sujet. Et là, la parole sera à nouveau à Tanguy de Vienne sur les pompes à chaleur. Pourquoi est-on toujours déçu par ces objets un peu louches dont on ne cerne pas bien l'utilité et l'existence, polymorphes, bref. Et comment peut-on ne pas l'être ? Exactement, et comment ne pas l'être ? Donc là, vous aurez un conseil gratuit par Tanguy sur une meilleure utilisation de votre parc énergétique. Alors, pour commencer donc, l'intelligence artificielle, cette capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, c'est ça qui est la grande révolution, c'est que avec l'IA, la technique devient prescriptrice et non plus seulement objet d'utilisation. Et cette nouvelle forme de progrès technique, eh bien, elle a un coût énergétique, bien sûr, environnemental aussi. Jacques de Guillemont, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette nouvelle pollution liée à l'intelligence artificielle ?
La pollution liée à l'intelligence artificielle, c'est un sujet, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les data centers aujourd'hui, les centres de données ou centres informatiques, ce qui est plus précis parce que c'est pas uniquement un stockage de données, qui se multiplient un peu partout dans le monde et qui réclament, qui sont les lieux en fait où sont stockées donc toutes les données qu'on utilise quand on utilise les communications et principalement Internet évidemment, qui sont des centres gigantesques qui sont développés un peu partout dans le monde et qu'on est en train de développer de plus en plus en France et notamment en région parisienne. Donc je lisais un excellent reportage de Reporter, ce site internet consacré à l'écologie, qui montre comment en Seine-Saint-Denis on est en train d'en construire de plus en plus, notamment à Duny, à côté du Bourget, à côté de la Courneuve, qui sont des centres dont nul n'a pour l'instant n'a évalué la capacité de pollution, et notamment la pollution sonore en fait, parce que ce sont des machines qui tournent toute la journée, et en plus la pollution de consommation de CO2, d'émissions de CO2, parce qu'ils sont censés fonctionner à l'électricité, dont on sait qu'en France elle est produite principalement par l'énergie nucléaire, donc qui pollue, mais pas d'un point de vue du CO2, mais il n'empêche que cette électricité est doublée par des... Comment on appelle ça déjà? Pardon, j'ai un trou. Circuits de refroidissement. Non, oui, il y a des circuits de refroidissement, mais il y a surtout des générateurs. Des générateurs, voilà. Bien sûr. Qui fonctionnent, eux, au fuel, en fait, qui sont là pour que jamais, en fait, l'électricité ne soit coupée dans ces centres. Parce qu'en fait, le principe, c'est que ce sont des centres redondants, donc il faut absolument que ça fonctionne en permanence. Donc il y a des générateurs, en fait, qui sont à côté au fuel et qui consomment un fuel gigantesque quand ils sont en marche, en fait, et qui doivent au moins fonctionner tous les mois pour savoir si ça va marcher. Et nul n'a pour l'instant estimé la pollution créée par ça. Sachant que ce sont des générateurs qui sont mis vraiment en masse aux mêmes endroits et en pleine ville, en fait, donc à côté d'habitations. Donc pour l'instant, les maires des villes de Seine-Saint-Denis, qui sont des villes qui sont plutôt en développement en général, qui ont besoin de nouveaux subsides et d'une nouvelle économie, ne veulent pas répondre aux questions qu'on leur pose sur la pollution que ça peut engendrer pour les riverains, voilà. Et là, c'est un exemple en région parisienne, mais il y a la même chose, notamment à Marseille. Et en plus, ces centres nécessitent, comme on le sait, un refroidissement gigantesque en permanence. Donc, il y a certains endroits dans le monde où on arrive à récupérer la chaleur pour en chauffer à côté des centres commerciaux ou des choses comme ça. C'est pas le cas partout, mais il faut de toute façon de l'énergie pour le refroidir et pour le rafraîchir. En fait. Alors apparemment, il y a même les premiers prototypes, enfin les prototypes tout court, qu'on immergerait d'emblée. Exactement. Alors ça, c'est une innovation française d'ailleurs, en fait, faite pour Microsoft, je crois, faite par Naval Group, qui sont en train de tester, je crois que c'est dans les îles Orcades, au nord de l'Écosse, des data centers plongés dans l'eau, justement, qui donc nécessiteraient on n'aurait plus besoin de refroidissement artificiel, en fait. Mais c'est pas encore certain que ça fonctionne. Bref, en tout cas, il se développe de plus en plus dans le monde, et comme l'IA participe à l'explosion des données et de la consommation que ça engendre, en fait, ils vont être amenés à se développer de plus en plus et donc à consommer de plus en plus. Et ce qui est un des grands drames de l'IA et de l'utilisation permanente d'Internet aujourd'hui, notamment du streaming en plus, etc. Voilà. Donc c'est toute une pollution et une consommation d'énergie qu'on voit assez peu. Alors, ce qui interroge sur ce thème, c'est tout de même l'utilisation qu'on va faire de l'IA. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent cette innovation expliquent que l'intelligence artificielle permettra d'autres diminutions de consommation d'énergie, ou une meilleure, par exemple, si on prend le cas de l'agriculture, une meilleure adéquation entre le besoin des cultures et l'utilisation ou de pesticides ou d'irrigation. Et donc, finalement, cette innovation va d'abord coûter sur le plan de la pollution pour ensuite permettre de nombreuses économies. Et puis, vous avez tout de même tout un pan d'utilisation purement ludique, si on peut appeler ça ludique. Ça a été mis en perspective récemment avec Thomas Pesquet, vous savez, l'astronaute assez tiède et souvent donneur de leçons, qui s'offusquait du coût, effectivement, d'une génération d'images très à la mode en ce moment, dont j'ai même oublié le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, ces espèces de... vous voyez pas? Non, les starter packs. Les starter packs, merci. Et effectivement, chacun de ces starter packs serait l'équivalent
la recharge d'un téléphone type iPhone, un smartphone, et il s'en choquait. Alors, Eugénie Bastier, par exemple, lui a vertement répondu que lui-même, avec ses voyages interplanétaires, était beaucoup plus, consommait beaucoup plus. Bref, je trouvais que c'était pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, en tout cas, sachant qu'on est aujourd'hui à 3 ou 4% au niveau mondial d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient liées effectivement à ces centres de données 10% de l'électricité consommée. Moi, et au gaz à effet de serre, et aux appareils connectés. L'ensemble serait 3-4% de pour les émissions. De la consommation mondiale, voilà, pour les émissions. Enfin, j'imagine que c'est surtout la progression qui est impressionnante. Exactement. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner l'exemple français, donc on a 264 centres de données à l'heure actuelle et on prévoit qu'ils seront le double d'ici à 2030, c'est-à-dire demain. Avec des consommations très importantes, en sachant qu'à mesure que l'IA prend de la puissance, eh bien, elle va nécessairement consommer davantage. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question de l'IA comme toute innovation. On se demande si elle va faire plus de mal que de bien, ou si, comme souvent dans l'histoire, les choses s'équilibreront, qu'elle s'ajoutera simplement à d'autres pollutions. Comme souvent dans l'histoire, c'est vite dit, mais... Généralement, aucune nouvelle innovation n'a permis de dépolluer ou de baisser la consommation énergétique. D'accord. C'est ça. Ah non, pardon, je crois que vous aviez équilibré que ça allait être mieux après. Oui, en fait. Mais finalement, et puis la prochaine innovation arrive, et ainsi de suite. Oui, d'accord. Voilà, quel est votre avis sur le sujet, Hervé Juvin? La présentation de Jacques de Guilbon m'a fait d'abord penser à ce grand principe que les écologistes, pris par la fièvre technicienne, oublient trop souvent. There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. J'ai entendu, y compris au Parlement européen, des discours enflammés sur le fait que le tout Internet, le tout intelligence artificielle, ça allait notamment supprimer le papier, donc on allait sauver des forêts. D'un point de vue écologique, c'est parfait. Avec des gens qui n'anticipaient aucun des impacts écologiques du tout Internet, etc. Or, on sait maintenant que l'impact écologique du tout Internet, tout intelligence artificielle, et vous l'avez fort bien rappelé, je parlerai notamment du problème de l'eau, parce que le problème du refroidissement, notamment quand on installe des data centers dans des pays pauvres en eau, c'est probablement une des raisons pour laquelle, par exemple, il y en a beaucoup qui sont installés au Rwanda, mais le problème de l'eau et le problème de la pollution thermique de l'eau est un problème absolument redoutable, qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas résolu. Et je pense que c'est un grand sujet quand on parle d'environnement et d'écologie. Il n'y a pas de repas gratuit. C'est pas vrai que quand on substitue une technologie à une autre, quand on substitue un produit à un autre, c'est génial, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus d'impact, c'est merveilleux. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a toujours des limites, il y a toujours des impacts environnementaux. Peut-être que les plus graves sont là où on ne les voit pas. Exactement. Et c'est évidemment ce qui se passe avec les data centers, etc., etc. La seconde réflexion, c'est que nous savons très peu aujourd'hui de ce que va donner l'intelligence artificielle. J'ai eu l'occasion, dans cette fameuse Kumbh-Mela, d'être proche d'un hindou qui enseigne l'intelligence artificielle au Japon. Et évidemment, la question que pose tout Français rationnel, c'est ça va être dramatique, ça va nous couper de la nature, ça va aliéner notre liberté, etc. Lui disait absolument pas. Nous passons et nous consacrons une grande partie des opérations de notre cerveau et de notre raison à des tâches totalement inutiles, à faire des calculs, à tenir un agenda, etc. Si l'intelligence artificielle le fait pour nous, elle va nous libérer. Et on va se rendre compte que le propre de l'homme, c'est moins l'esprit que le corps. C'est sa capacité à sentir, c'est sa capacité à ressentir des émotions, c'est sa capacité à partager des émotions. Et pour lui, probablement trop optimiste, mais c'est quand même l'un des scientifiques que quand James Cameron a interrogé les 10 plus grands scientifiques du monde, il lui a consacré 10 minutes. On prévoit que ce soit un prix Nobel possible dans l'avenir. Lui considère que l'intelligence artificielle va nous libérer des vaines opérations de l'esprit et que, au contraire de tout ce qui est dit, elle va nous permettre de renouer avec notre propre nature et de redevenir partie de notre environnement. C'est peut-être trop optimiste. Moi, je me demande comment... Mais dans le scénario très négatif et très pessimiste que nous avons ici en Europe, ça m'a semblé intéressant de le porter à la connaissance et au débat. Jacques de Guilbon. Pour faire l'avocat du diable, je me demande comment il fait pour définir des opérations inutiles pour l'esprit. En fait, si vous prenez des enfants qui vont passer leur temps à jouer, on sait que le jeu est totalement inutile en soi, mais en fait, il est totalement utile pour la formation de l'enfant ou pour le développement de l'esprit. Donc peut-être que tenir un agenda ou se demander combien il y a de voitures garées dans la rue, s'il y en a 12 de chaque côté ou 15, c'est peut-être quelque chose d'utile pour l'esprit, en fait,
qu'on doit faire nécessairement et qui sert à notre développement et à notre bien-être, et se priver de ça parce qu'une machine le fera à notre place, peut-être que ça va plutôt contribuer à amoindrir notre esprit et notre fonctionnement. Enfin, c'est une question. Je me demande comment il peut être si certain de... C'est très délicat si on de prend... Je ne choses partagerai inutiles, pas ces en fait. certitudes, mais je partagerai au moins une question, et je pense que nous serons d'accord là-dessus. Je pense que, probablement est-ce que François Devoyer a des choses à dire là-dessus, je pense que l'agriculteur, ou tout simplement celui qui entretient son jardin, qui se pose des questions sur le printemps plutôt plus tard, sur la nature de la terre, sur le fait pourquoi cette plante à côté d'une autre se développe plus vite. Ça, je pense que c'est quelque chose de profond en termes de relation avec le monde extérieur. Je ne suis pas sûr que compter les voitures dans un parking, je ne suis pas sûr que tenir à jour ses comptes bancaires, je ne suis pas sûr que faire la gestion au quotidien des dépenses et des recettes, chose que fera très bien l'intelligence artificielle de notre part, je ne suis pas sûr que ce soit un plus pour l'esprit humain. Alors, Mais je laisse à votre jugement un cas. Oui, mais... Un cas. Ah, pardon. Qui est le GPS, finalement, qui a été le premier exemple d'intelligence artificielle en pratique et avec une diffusion planétaire. Effectivement, ça nous a fait gagner énormément de temps dans le fait de trouver sa route, arriver plus rapidement à bon port, éviter les embouteillages. Et d'un autre côté, est-ce que ça n'a pas supprimé ce rapport à la géographie, Totalement. à l'observation des panneaux, de l'environnement extérieur, etc. Et je pense qu'on a... Je crois qu'il y avait eu des études sur les chauffeurs de taxi ou de Uber dont une partie du cerveau semblait diminuer à cause de l'usage permanent de ça. Et je me demande plus le même rapport géographique. Vous avez par ailleurs un autre sujet qui est en train de défrayer la chronique, c'est le nombre de chauffeurs de poids lourds qui, en suivant aveuglement leur GPS, ne voient pas les signalisations, qui interdisent par exemple les traversées de villages aux rues étroites et qui se retrouvent coincés. Alors il y a eu l'incident récemment d'un camion qui a à moitié démoli une barrière, abîmé le mur d'une maison, et le chauffeur est resté bloqué pendant 8 heures dans sa cabine. Le camion est matriculé au Maroc, qui n'a pas compris que le village avait des rues manifestement trop étroites pour son semi-remorque. Ça, c'est effectivement le problème du GPS. Il vous arrive sans doute comme à moi de trouver des gens complètement perdus dans Paris, tout simplement parce que leur GPS ils ne savent plus ni lire les noms des rues, ni se repérer sur les stations de métro. Je partage votre opinion là-dessus. Je pose néanmoins la question du rôle de l'intelligence artificielle sur l'esprit humain. Tanguy de Vienne, est-ce que vous voulez trancher cette question ? Alors, pas précisément celle-ci, parce qu'effectivement, là, on rentre dans le cas du GPS en particulier. Moi, je pense toujours à cet effet rebond, c'est-à-dire que l'IA crée finalement des besoins d'une autre nature, ou en tout cas, voilà, quand on voit la façon dont sont utilisés aujourd'hui nos portables, eh bien, c'est devenu un objet de loisir, et finalement, qui encourage à une consommation et à développer d'autres produits que l'on n'avait même pas envisagé auparavant. Et je pense que quand on parle de l'augmentation justement de l'impact environnemental de l'IA sur ces data centers, eh bien ça va être surtout lié à ce loisir entre guillemets supplémentaire et cet effet rebond que l'on voit absolument partout. Et finalement, de se libérer de tâches, on le voit, on l'observe, et on se rend compte à quel point chaque progrès technologique est un mythe quant à sa libération possible, puisque en réalité, ça devient une dépendance. Et je le vois même au sein de notre profession, donc que ce soit... surtout la publicité, l'architecture, même l'identité visuelle, eh bien aujourd'hui, on génère, grâce à de l'IA, des visuels très efficaces, très, je dirais, très rapidement. Et effectivement, on peut dire que ça nous libère de certaines contraintes, mais en même temps, je ne vois pas en quoi cette production va nous faire gagner du temps. Je pense que c'est beaucoup plus, en réalité, une consommation beaucoup plus importante qui va être générée par cette facilité. En tout cas, j'ai peur que la première victime de l'intelligence artificielle soit l'objet livre. On verra ça dans quelques années, mais j'ai bien peur que dans 1 ou 2 générations, il n'existe plus qu'à l'état de relique. Je ne crois pas. Cela. Je ne crois pas parce qu'il y a le rapport à l'objet et finalement le livre a déjà été largement concurrencé et finalement le simple fait qu'il soit un objet simple, mais c'est un petit peu comme ce rapport à la nature. On aura toujours beau créer des décors absolument fabuleux sur écran, eh bien non, il y a un moment on a besoin d'avoir une réalité. Souhaitons-le. Je pense que la première victime, enfin en tout cas ce que je vois dans mon domaine de l'écrit, c'est plutôt la presse, les médias, Internet en fait, qui sont totalement régénérés par IA aujourd'hui, ce qui ne change pas grand-chose
la mauvaise qualité du style des journalistes précédents, donc c'est beaucoup plus facile de les remplacer. Mais bref, ça tue vraiment la profondeur et la réalité d'un texte. En fait, on le voit, c'est quelque chose qu'on lit comme ça, sur lequel le regard n'accroche pas, qui est plein de fautes et d'anglais mal traduits ou mal adaptés. Enfin, mais je pense que ça va remplacer beaucoup de sites, de nouvelles ou de choses comme ça. Mais il y a une amélioration aussi de la qualité. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'on détecte de moins en moins l'origine IA d'un texte. Oui, ça dépend. Oui, on est un professionnel de la chose ou un lecteur, ça je sais pas. Mais en tout cas, ça fait des textes de plus en plus insipides et répétitifs, je trouve, moi. Mais voilà. Alors, insipide et répétitif, je n'oserais pas parler du vélo tant qu'ils viennent pour faire la transition. Mais c'est tout de même un objet relique, justement, qui survit et qui même revit. Et en Ile-de-France, il y a un projet dont vous vouliez nous parler et parler à nos auditeurs. Et oui, sans transition, ou en tout cas acrobatique. Effectivement, le RERV, rebaptisé le VIF, et qui, je trouve, en fait... Quand on parle de RERV, effectivement, on pense au ferroviaire et on n'oppose jamais le ferroviaire à la voiture ou quoi que ce soit. Et on ne se dit pas que l'un va se développer au détriment de l'autre. Et c'est ce que j'aimerais déjà introduire en tant que défenseur du vélo, c'est que ça n'est pas un remplacement en fait, c'est un élément de plus. Et si tout le monde est très attaché à sa voiture, surtout quand on habite loin de Paris, ou en tout cas dans une agglomération qui est mal desservie par justement le transport en commun, tout le monde est attaché à sa voiture, personne n'est attaché aux embouteillages. Et pourtant, on considère que c'est une fatalité et on considère que ce qui est habituel est devenu normal, ce qui est une anomalie en termes justement de transport. Et aujourd'hui, on pense beaucoup trop transport et pas assez circulation, alors que lorsqu'on pense vélo, on se dit, oui, c'est de la low-tech. Alors, une low-tech particulièrement bien assistée par de la high-tech, qui est évidemment le vélo électrique, et on en parlera, on pourra comparer justement vélo électrique et voiture électrique. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même échelle, c'est pas du tout la même échelle de puissance, pas du tout la même échelle de consommation, et que d'assister un vélo, eh bien, c'est extrêmement efficace, puisque ça double notre force métabolique humaine. Nous avons à peu près 200 watts chacun dans les jambes. Alors, si évidemment on est un athlète, on a 500 watts. Et le vélo moyen, électrique, est animé par une batterie de 250 watts, qui n'est pas forcément un relais total, mais qui est une assistance. Donc en fait, on double sa force métabolique, qui est déjà quadruplée rien que par cette invention low-tech extraordinaire qu'est le vélo. Parce que le vélo, c'est vraiment le symbole du low-tech. Et c'est vrai que s'il est réhabilité aujourd'hui, c'est aussi parce que son encombrement est faible. Son entretien est faible. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Quand on voit un vélo électrique ou un vélo normal, aujourd'hui le prix est complètement dérisoire. Un vélo électrique va flirter avec les 1 000 €. Ça va commencer à 1 000 €. Non mais quand on compare ça au prix d'une voiture bien sûr, et l'entretien d'une voiture, on est quand même sur autre chose. Et sans parler du problème de parking. Je veux dire, du parking, ce n'est jamais qu'un stockage. Avec une durée de vie importante, ces vélos électriques nouvelle génération. Une batterie a une espérance de vie de 1000 heures. Donc c'est quand même pas mal quand d'abord ça ne fonctionne pas tout le temps et une batterie ce n'est pas ce qui va épuiser les mines de lithium contrairement à une voiture. Pour comparer, un vélo électrique fait 250 watts sur une batterie de 250 watts et ne vous empêche pas de pédaler. Une voiture, la puissance moyenne d'une voiture électrique, c'est 50 kW. 50 kW versus 250 watts. C'est absolument délirant comme différence. On est sur 400 fois plus pour une voiture. On parle de puissance moyenne. L'autre sujet, c'est l'infrastructure. En fait, le VIF, je trouve que donc, le vélo Île-de-France est un sujet éminemment défendable dans la mesure où, sur le plan simplement budgétaire, quand on parle du Grand Paris, on est sur un budget de 40 milliards à peu près d'euros pour 200 km de nouvelles lignes. 68 nouvelles gares et qui vont servir à peu près 3 millions de voyageurs. Voilà ce qui est prévu. Donc on parle quand même de 42 milliards. Pour donner une échelle, le réseau simplement vélo Île-de-France se résume à 300 à 500 millions d'euros. Donc là encore, on est sur des échelles, on est 80 fois plus économique pour un service qui va être en plus individualisé. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que lorsqu'on développe un réseau léger,
comme celui des lignes, des lignes cyclables, des voies cyclables, on a des infrastructures très légères. On n'est pas obligé d'avoir des stockages de trains ou de gares. On ne parle pas de parking, ou en tout cas ce sont des parkings de faible échelle. Donc tout ça est très économique et surtout on pense circulation. Le trajet en vélo est toujours beaucoup est toujours Merci. oui, on ne monte pas en cheval. Donc à vélo. Clin d'œil à Olivier Bergot qui me corrige toujours sur ce point. Donc lorsqu'on est à vélo, on emprunte des trajets beaucoup plus directs. Et justement pour en revenir à ce budget, pour donner une échelle de valeur, un simple tunnel, comme celui de Boissy-Saint-Léger, dont personne n'a entendu parler, qui est une voie de 3 km avec un tunnel de 770 mètres exactement. Budget, 180 millions d'euros. 180 millions d'euros. À comparer avec les 300 ou 500 millions d'euros sur 650 km de voies cyclables, dont 45% sont existantes. Donc ça veut dire que si on aménage ces voies cyclables, on libère 350, ou en tout cas on fluidifie 350 km de voies qui sont empruntables tous les jours. C'est-à-dire que là, on raisonne loisir quand on se dit oui, le vélo, poésie, machin, etc. Mais non, là, c'est le grand règne de la raison, celle que vous évoquiez tout à l'heure. Alors certains pourraient vous dire, mais c'est un objet de bobo, réservé au centre-ville, aux petits trajets, quand il fait beau, quand le temps le permet, quand l'énergie le permet aussi, quand la santé le rend possible. Oui. À quoi répondez-vous que répondez-vous Eh bien, à ceux je qui vous dirais diraient cela que les snobs n'ont pas toujours tort, que les bobos n'ont pas toujours tort, qu'il faut regarder aussi, cette émission en est l'illustration, c'est que nous regardons effectivement du côté des syndicats de gauche agricoles pour savoir où se trouve la raison, et on est bien obligé de constater qu'un syndicat agricole comme la FNSEA, qui est pourtant de droite, n'est pas forcément du côté de la raison, loin s'en faut. Et on l'a critiqué à plusieurs reprises, et j'avoue que il mérite notre virulence. Mais Oui, concrètement, qu'on a bien fait. Et on l'a bien fait, ouais. concrètement, sur de longs trajets, imaginez quelqu'un qui, mettons de Brie-contre-Berre, Mais je oui, crois que vous bonne connaissez question, cette Île-de-France, et qui doit tous les jours se rendre au travail en plein cœur de Paris. Eh bien, Est-ce que vraiment c'est raisonnable d'imaginer qu'il puisse, à l'aller et au retour, emprunter une voie express cycliste? alors, en fait, je le pense. Je le pense à partir du moment où on envisage ce projet comme étant vraiment confortable. C'est-à-dire que je voudrais en venir sur le trajet direct. C'est vrai qu'on a allongé les trajets par des itinéraires de contournement. Et quand on regarde les nationales d'autrefois, toutes les nationales autour de Paris étaient vraiment très rectilignes. Aujourd'hui, ce ne sont que des voies de contournement. Et en fait, on détourne et on détourne et on détourne encore. Ce qui fait qu'un trajet de 25 km passe à 32, 35. Donc vous avez déjà 7 km de plus, totalement inutiles. Et on le voit en utilisant nos GPS. Quand on voit l'efficacité en termes de temps, parfois c'est 5 minutes de gagné alors que l'on a 10 km de plus. Le vélo aussi est appréhendé aujourd'hui comme un objet, je dirais, low-tech, et qui n'a pas, à mon avis, connu tout son développement. C'est-à-dire qu'on a encore la silhouette du vélo en tête, et on voit se développer des vélos cargo, des choses comme ça, qui, sur le dernier kilomètre, sont très efficaces. Mais n'oublions pas qu'à une batterie de 250 watts, augmente considérablement la possibilité d'adoption d'un vélo, et je dirais devient peut-être pas universel, parce que nous n'aurons jamais d'artisans avec camionnettes, qui déplacent leur atelier avec un vélo. Par contre, pour les trajets quotidiens, quand on voit des voitures qui en moyenne pèsent 1,5 tonne, ont 150 chevaux sous le capot, et qui se mettent méticuleusement tous les matins dans des embouteillages où ils vont faire du 25 km/h de moyenne, je rappelle qu'une batterie de 250 watts sur un vélo vous fait faire du 25 km/h de moyenne. Donc ça veut dire que si vous avez un trajet plus direct et plus sûr à vélo, nous allons convaincre non pas simplement les bobos, mais je dirais les pionniers. Parce que là, c'est vrai que j'habite près de Brie-contre-Berre, donc je vois bien ce qui se passe dans ces lieux-là. Eh bien, ce ne sont pas les bobos en fait qui adoptent le vélo, mais ce sont effectivement des pionniers. Et je dirais qu'il y a même une certaine fierté. Donc je crois en fait à ces vecteurs d'influence, parce que je crois que fondamentalement, ils sont, comme vous le disiez, du côté de la raison, et non pas du côté de la poésie.
Alors il y a aussi un autre aspect qui lui est plus social. C'est d'ailleurs ça a été très bien décrit dans un chapitre d'une amie qui a écrit. Le sujet n'était pas du tout là-dessus, mais sur la transformation des villages. Et c'est vrai que l'adoption de la voiture fait qu'il n'y a plus de piétons. Il n'y a plus je dirais, de rapport. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de piétons, on ne se croise plus dans les villages. Et c'est vrai que quand on se croise à vélo, on se signe, on se dit bonjour. On se tout salue. simplement. On se salue, exactement. Merci Tanguy de Vienne. Est-ce qu'on pourrait raccrocher ce débat à celui des zones à faible émission? Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'interdire l'accès des centres-villes à ces voitures trop polluantes? Est-ce que ce n'est pas une façon, par une forme de coercition, d'obliger les gens à utiliser des transports alternatifs comme le vélo ou les transports en commun? Hervé Juvin, est-ce que vous avez un avis sur la question? J'étais frappé par l'argumentation des pionniers, des éclaireurs. C'est une argumentation qui repose sur de l'incitation et qui repose sur des choix volontaires ou libres. Alors, je peux parler des zones à faible émission parce que Andrea Cotarac avait formulé zone à faible émission, zone à forte exclusion. C'est très frappant de voir que ce sont en particulier dans des municipalités socialistes ou vertes qu'on a mis en place ces zones effectivement à forte exclusion. Je l'ai beaucoup vécu parce que j'ai dirigé une campagne électorale dans la région des Pays de Loire et l'un des motifs principaux de la campagne, et d'ailleurs le plus beau meeting que j'avais eu l'occasion d'organiser, c'était ces infirmières, ces petits fonctionnaires, ces employés qui avaient encore la chance de pouvoir, alors désolé, mais venir se garer en centre-ville à proximité de leur lieu de travail et qui étaient prévenus que dans quelques mois, suite aux décisions de classement en zone à faible émission, ils devraient se garer dans des parkings de dissuasion, changer, alors peut-être prendre un vélo qu'ils auraient dans leur coffre, effectivement, peut-être prendre des transports en commun s'il y en avait, mais ils le ressentaient comme quelque chose d'extrêmement violent. Et donc oui à l'incitation d'utiliser le vélo. Il est évident que dans les villes, ne peut plus développer davantage le transport par voiture, mais que l'on fasse par incitation. Les zones à faible émission, ça a été ressenti comme quelque chose de très violent, et c'est quelque chose qui est derrière à la colère, qui continue de couver un peu partout en France. J'ai envie de dire, on n'en a pas fini avec les gilets jaunes. Je ne sais pas si c'est pourquoi, François, Exactement, vous portez le jaune aujourd'hui, jaune, en tout cas. mais on a une colère rampante contre un certain nombre de radars qui sont vécus comme des pièges, et littéralement comme des escroqueries. On a une vraie colère contre ces zones à faible émission. On a une vraie colère contre la négation de la condition quotidienne de millions de Français, qui fait que, à cause de l'âge, à cause de l'état de santé, à cause du climat, à cause du relief, parce que je vais évidemment un peu vous taquiner, mais dans les collines du Perche, l'hiver, même 10 ou 15 km à vélo, il faut avoir la santé. Ah oui. Et donc, on a une vraie colère des Français devant, mais enfin, est-ce qu'ils savent ce que sont nos conditions concrètes de vie ? Et je pense qu'il faut y faire très attention. Je pense que le devoir du politique, ce serait d'y faire attention. On voit bien que les Verts ont été antisociaux dans pratiquement toutes leurs actions au sein des municipalités. Ils ont choqué la population, ils ont choqué son mode de vie, et ils ont choqué, si je puis le dire, son attachement à son territoire. Donc, incitation, oui. Je voudrais souligner, si vous me le permettez, un autre point qui me paraît important en complément. Je resituerai ce que vous avez dit dans la préoccupation environnementale plus générale, qui est d'avoir des continuités vertes. Alors, vous connaissez la coulée verte, vous connaissez tout ce sujet qui fait que si on veut retrouver de la biodiversité et si on veut permettre à des espèces animales à peu près exclues des villes, des banlieues et tout d'y revenir, il faut des continuités vertes. C'est la même chose que la question du vélo. J'ai quelques amis qui font du cyclotourisme et qui me disent, quand on part de Paris, qu'on veut aller loin, il y a des dizaines de kilomètres, c'est très agréable, c'est beau, c'est bien aménagé. Et puis, mince, on se retrouve face à une 4 voies, on se retrouve à un centre-ville où il y a des feux rouges et tout, et ça casse tout. Mais alors je pense que la continuité verte, c'est un peu la même chose que la continuité pour le vélo. Parce que ce qui vaut pour les cyclistes sans rupture, sans être confrontés à des 4 voies, à des autoroutes, etc., c'est la même chose pour les espèces animales. Mais j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. C'est vrai que c'est le cœur du projet du VIF. Le vélo Île-de-France, en fait, ne constitue pas un projet de création, mais beaucoup plus d'homogénéisation et de continuité. Et c'est tout à fait juste. Pour le succès du projet, ça me semble très important. Tout à fait. Et c'est incitatif. Ce n'est pas du tout dissuasif. Il ne s'agit pas d'aller empiéter sur les réseaux existants. Alors Jacques de Guilbon, zone à faible émission ou zone à forte exclusion, ces ZFE, je vais me faire l'avocat du diable, mais elles sont censées avoir fortement amélioré
l'air des métropoles, avoir diminué le nombre de maladies liées effectivement à la mauvaise qualité de l'air. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, en fait, dans les métropoles. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Juvin sur le mode de vie des populations qu'on vient de changer. Si on trouve que le mode de vie d'une population est mauvais, le rôle du politique est aussi d'essayer de le changer et de l'améliorer. Et leur dire, vous avez forcément raison parce que vous utilisez votre bagnole, parce que vos parents et vos grands-parents, depuis les années 50 et les 30 glorieuses, ont commencé à les utiliser, donc continuez à le faire. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Moi, je suis parisien, je n'ai pas de voiture, je n'ai même pas de permis, j'utilise que mon vélo, donc c'est facile dans Paris. Mais quand je vais, comme tout le monde, en province, je vois aussi des gens qui utilisent leur voiture pour faire 1 kilomètre ou 500 mètres, parce qu'ils ont cette habitude-là, et que tout le monde le fait, et qu'ils pourraient tout à fait prendre leur vélo, en fait, et en tout cas alterner avec les deux, et tout le monde ne fait pas 50 kilomètres tous les jours en voiture, forcément pour aller travailler dans les deux sens. Il y a des gens qui font ça, évidemment, mais c'est pas le cas non plus de tous les Français, donc je pense que l'incitation, évidemment, elle doit passer aussi par le développement de réseaux de transport en commun qui sont très, très faibles dans certaines régions de France et qui doivent être développés beaucoup plus et qui doivent être, à mon avis, beaucoup plus gratuits. Et je pense que là, en revanche, venir punir des voitures qui sont polluantes, ça me paraît pas mauvais en fait. Évidemment, il faut laisser le temps aux gens de changer de voiture, etc. et prendre en compte la pauvreté des gens qui peuvent pas en changer, qui peuvent pas s'acheter une voiture le lendemain. Mais je pense que c'est une bonne politique globale. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de la connexion des Indiens avec la nature. Pourquoi est-ce que ce serait bien pour les Indiens et pourquoi est-ce que le Français, lui, serait mieux dans sa voiture ? Parce que depuis 100 ans, on l'a mis dans sa voiture et donc déconnecté du reste de la nature. Et pourquoi il serait pas mieux sur son vélo ou sur un pouce-pouce, en fait, voilà. Donc je pose cette question-là. On n'est pas... On est aussi un peuple qui doit se reconnecter à ça, en fait, et se déplacer autrement. Voilà. Tanguy de Vienne, est-ce que vous pensez que les critères, c'est leur nom d'ailleurs, pour ces zones à faible émission sont bien choisis ? Est-ce que, finalement, comme le dit Jacques de Guilbon, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aider peut-être les plus démunis à changer leur véhicule au profit d'un véhicule ? Regardons le marché automobile. Qu'est-ce qui est offert aujourd'hui ? C'est de la technologie, de la complexité technologique, beaucoup plus que de l'écologie, tout simplement. C'est vrai que je suis adepte de la low-tech, mais quand on regarde les voitures des années 80-90, on se dit, mais on a réussi, en fait, dans les années 90, à optimiser le rendement des diesels. Et vraiment, les voitures étaient peu consommatrices. Et quand on soulevait le capot, on se retrouvait devant un moteur et pas un deuxième capot. Et surtout, une électronique tellement omniprésente qu'on n'y comprend strictement rien. Et finalement, on perd une prise sur ce qui nous appartient. Donc, quand on achète aujourd'hui une voiture, c'est un petit peu comme si on achetait une machine d'espresso, quoi. Il faut acheter les capsules derrière. Eh bien, la voiture électrique est devenue tellement complexe, tellement peu finalement efficiente en termes d'autonomie. Alors je ne parle pas uniquement de l'autonomie en termes de kilomètres, mais aussi en autonomie. Est-ce qu'on peut faire son entretien soi-même ? Non. Bien, en fait, c'est ça qui me gêne principalement. C'est pour ça que les ZFE, je dis, mais condamner les 2% de vieilles voitures qui roulent encore aujourd'hui, mais c'est une absurdité. Ce n'est pas le sujet, en réalité. Est-ce que ce n'est pas tout aussi absurde d'avoir des SUV extrêmement lourds en plein cœur de centre-ville où ils ne servent strictement à rien d'autre qu'à être un objet statutaire pour ceux qui les possèdent ? Oui. Avec un taux d'occupation de à peine 1,1. Oui. Donc en fait, quand on me dit mais la voiture est absolument nécessaire parce que comment emmène-t-on ces voitures, ces enfants en classe ou comment va-t-on faire ses courses ? Je dis bah oui, effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais par contre, la règle, c'est tous les matins, qu'est-ce que l'on voit ? Des embouteillages de SUV, finalement, avec une personne dedans. Et effectivement, on est confortablement installé avec sa radio, mais honnêtement, c'est un encombrement absolument délirant. Mais je vais poser une question un peu provocatrice, mais finalement, est-ce que dans 10 ans, on ne jugera pas Madame Hidalgo avec beaucoup moins de sévérité, en se disant qu'avec sa voie réservée au covoiturage et au VTC sur le périphérique, avec la diminution des vitesses et donc celle des accidents qui lui corrélèrent, avec la végétalisation de nombreuses rues à Paris, en particulier, je vous prends l'exemple précis, les rues des écoles, exactement. Tout le monde a gueulé parce que forcément les travaux étaient insupportables, c'était infernal. Il y avait parfois d'ailleurs une volonté de casser la circulation dans certains quartiers. J'ai vu des rues qui étaient bloquées sans travaux pendant plusieurs mois, parce que la volonté est très claire, c'est supprimer la voiture tant que possible dans le cœur de la ville de Paris. Mais au fond, aujourd'hui,
Et je sais que ça va beaucoup plaire à nos auditeurs de Radio Courtoisie, mais quand je me promène dans certains quartiers, quand je vois une rue joliment arborée, ce qui n'est pas toujours le cas, mais certaines le sont, avec des écoles qui sont à l'abri de toute circulation automobile, est-ce que finalement on ne jugera pas ça un peu moins sévèrement qu'on ne le pensait ? Écoutez, oui, je pense qu'au moins sur ce thème-là, sur l'intention, je trouve ça tout à fait louable. Sauf que Madame Hidalgo est aussi celle qui a endetté la ville, qui l'a fait passer de 1 milliard de dettes à 8 milliards. Bon. Et aux dépens aussi de ceux qui vivent en périphérie, ça c'est absolument certain. D'où la continuité nécessaire du vif. C'est le moment du Bobino et j'incite bien sûr à ceux qui nous écoutent à bien faire des dons à Radio Courtoisie parce que c'est une très belle équipe qui vit grâce à vos efforts et nous le savons et nous sommes très heureux de vous permettre d'écouter ces émissions. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et nous nous retrouvons pour cette 12e émission des Pâturages du Ciel, ce samedi de Pâques, donc avec à notre table Hervé Juvin, député européen, Tanguy de Vienne, architecte d'intérieur, et Jacques de Guilbon, essayiste et éditeur. Merci à tous les trois d'être avec nous toujours autour donc de ces questions des zones à faible émission, du vélo électrique, des enjeux qui touchent au quotidien les Français. Mais il est temps de franchir l'Atlantique et d'aller se demander ce qui se passe aux États-Unis. Finalement, Donald Trump ne serait-il pas un écolo qui s'ignore ? Il a commencé son deuxième mandat, en se retirant à nouveau de l'accord de Paris sur le climat, considérant qu'il s'agissait d'une escroquerie injuste et unilatérale. Il a effectivement déclaré un état d'urgence énergétique avec pour objectif d'intensifier la production de pétrole et de gaz de schiste, alors que les États-Unis sont déjà le premier producteur au monde, avec sa phrase qui devient célèbre « Drill, baby, drill », c'est-à-dire « fort, bébé, fort ». Et puis, bien sûr, une volonté de revenir sur toutes les mesures en faveur des énergies renouvelables. Justement, on en parlait des voitures électriques. Et maintenant, une coupe budgétaire sur tout ce qui concerne la recherche sur le dérèglement climatique. Alors, on l'imaginait forcené, et en particulier présenté de manière très caricaturale dans une certaine presse, rageant contre tout ce qui pouvait avoir trait à l'écologie. Et puis d'autres éléments sont venus troubler ce récit. D'abord la présence de Robert Kennedy dans son gouvernement. Et puis effectivement ces mesures protectionnistes qui, eh bien, si on en prend l'histoire des 20 dernières années, les moments protectionnistes ou les moments de crise ont toujours coïncidé avec une forte diminution des émissions mondiales de CO2. C'était au moment du Covid une diminution de près de 6%, avec une diminution du trafic aérien de 60%. Au moment de la crise de 2008, c'était une diminution de 1,5%, ce qui est colossal quand on compare à la croissance habituelle qui a accompagné ces dernières années en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc est-ce que finalement, avec ces mesures protectionnistes, Donald Trump ne serait-il pas le parangon finalement de l'écologie la plus audacieuse ? Pour commencer, je vous propose, Hervé Juvin, de prendre la parole. Il y a beaucoup d'aspects pour ce que l'on connaît de la politique de Donald Trump. Le premier que vous avez souligné, c'est évidemment le protectionnisme. Et disons que l'aspect premier des conséquences des tarifs imposés par Donald Trump au reste du monde, c'est une disruption très violente des chaînes logistiques qui couvraient le monde. En clair, le premier effet, je ne suis pas sûr que ce soit de la relocalisation, mais c'est que les chaînes logistiques vont se raccourcir. Les États-Unis auront probablement, c'est déjà parti, beaucoup moins de produits qui arriveront de Chine, mais ils auront aussi probablement beaucoup moins de produits qui arriveront d'Asie, qui arriveront d'Afrique, puisque la démondialisation engagée par Donald Trump, l'empire n'est plus l'empire du monde, c'est un empire continental. Et l'empire dont rêve Donald Trump, c'est l'empire tout simplement des États-Unis qui contrôlent l'Amérique du Sud et qui prennent le contrôle de l'Amérique du Nord avec la proposition pour le moins surréaliste du Canada devenant un nouvel État des États-Unis qui par ailleurs s'annexerait le Groenland. Mais on voit bien que la transition engagée, c'est d'un empire du monde à un empire continental. L'effet de disruption sur les chaînes logistiques qui couvraient le monde, vous
Vous connaissez l'absurdité de ces produits qu'on a dans nos assiettes ou qu'on a dans nos cuisines, qu'on fait 3 fois le tour du monde avant d'y arriver. Il y a probablement quelque chose de profondément absurde et il y a évidemment quelque chose de destructeur pour la planète et pour l'environnement. Je rappelle quand même que le trajet d'un supertanker ou le trajet d'un super porte-container qui part de Shenzhen en Chine et qui arrive en Europe, ça pollue à peu près autant qu'une ville moyenne pendant toute une année en France. Donc c'est absolument considérable. Et si on restreint cela, évidemment, ça a des impacts sur la consommation. Je pense que nous ferions fausse route si on se concentrait uniquement sur cet aspect logistique, tarif du commerce extérieur. Vous avez cité Robert Kennedy. Il y a un aspect très important sur les sujets de l'homme et de son environnement, c'est évidemment la santé. Parce que nous ne l'avons pas dit, mais un des premiers aspects en faveur du vélo et en faveur de la continuité du vélo, c'est évidemment l'état de santé de la population. Si vous voulez commencer à améliorer votre santé, essayez de prendre le vélo ou de marcher ou de courir, et un peu moins de prendre la voiture. Ça, c'est quelque chose auquel Robert Kennedy s'attaque sur au moins 3 points qui m'apparaissent critiques et dont je suis étonné qu'ils ne soulèvent pas plus d'intérêt de ce côté-ci de l'Atlantique. Le premier aspect, c'est de pénaliser ce qu'on appelle aux États-Unis ultra-processed food, la nourriture hyper transformée, notamment par adjonction de graisse, de sucre qui la rendent addictive. Je ne vais pas citer les noms de grandes marques parce que je ne veux pas nuire à Radio Courtoisie, mais enfin, on sait bien qu'un certain nombre de grandes marques de consommation courante ajoutent sciemment, comme le faisaient les cigarettiers, les produits qui vont rendre leurs consommateurs totalement addicts. Ça justifiera dans l'histoire, et je pense que je le verrai, des jugements du type de ceux qui ont touché les cigarettiers. Et le fait que Robert Kennedy s'attaque à cela, le fait que par exemple il fasse sortir ces nourritures hyper transformées de ce qui est éligible au food stamp, c'est-à-dire que les gens ne seront plus payés par l'État, par le gouvernement, pour acheter ces aliments hyper transformés, ça m'apparaît quelque chose d'hyper positif. C'est évidemment vrai aussi pour les sodas, etc., etc. Le deuxième point de l'action de Robert Kennedy qui m'apparaît extraordinairement intéressant, c'est le fait de s'attaquer à ce qu'ils appellent là-bas Big Ag. Alors, je vous en avais parlé à maintes reprises dans cette émission, quelquefois en mettant en cause des syndicats majoritaires, mais il est très clair que le scénario alimentaire mondial actuel, qui aboutit à la concentration du marché de la viande entre à peu près les mains de 5 opérateurs, l'alimentation mondiale est aux mains de quelques grands distributeurs, 5 à 6 dans le monde, la production de viande et la distribution de viande, c'est aux mains de quelques grands opérateurs, etc., etc. Ça pose un problème évidemment énorme d'autonomie stratégique, d'indépendance, de souveraineté. Et le fait que Robert Kennedy s'attaque à Big Ag, qui fait que les agriculteurs aux États-Unis, comme de plus en plus en France et en Europe, hélas, ne sont plus que les prolétaires en bout de chaîne, et ceux qui de toute façon ne garderont pas la valeur ajoutée de leurs produits, ça c'est un combat absolument essentiel, et je pense que c'est un combat qui devrait nous intéresser davantage ici, de ce côté de l'Atlantique. Puis le troisième combat ouvert par Robert Kennedy, est tout à fait intéressant dans la série Rendre les Américains de nouveau en bonne santé, c'est évidemment le combat contre l'obésité, mais c'est aussi le combat contre les vaccins ARN messagers, qui sont en train d'être interdits dans un certain nombre d'États américains. Et c'est le combat pour la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques, des lois scélérates de 1986 et ensuite de 2001, si je ne m'abuse, passées aux États-Unis, dispensent les laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité pour les effets secondaires de leurs produits sur la santé humaine. Évidemment qu'il faut revenir sur ces règles. Je rappelle que ces règles sont également appliquées en France. Je rappelle qu'on a par exemple eu une campagne à partir de 2004 massive de vaccination des poussins de canards par vaccin à virus inactivé sans problème, mais aussi par vaccin à ARN messager. Quelles seront les conséquences sur la filière canard, sachant que ces vaccins à ARN messager se transmettent au corps humain, comme l'a établi récemment un chercheur du CNRS, le professeur Sabatier. Je pense que les décisions de Robert Kennedy dans ce domaine, contre Big Ag et contre Big Farm, sont des décisions qui vont dans le bon sens en termes environnementaux. Je me permettrai une dernière réflexion. Oui, ça me paraît déraisonnable de mettre en cause le dérèglement climatique. Je rentre du Cambodge. Au Cambodge, il n'y a pas un cultivateur de riz, il n'y a pas un agriculteur qui doute que le climat est en train de changer. Donc naturellement, je regrette la sortie de Donald Trump de l'accord de Paris. Mais attention, le changement climatique, le dérèglement climatique a été singulièrement utilisé et on en a fait le seul sujet écologique. Or, pour moi, la perte de biodiversité animale et végétale, pour moi, la perte de la diversité humaine, la perte des langues, la perte des cultures et des traditions, la perte de la diversité des modes de vie
Et en gros, règne de la raison et des lumières, l'arrachement de l'homme à son territoire et à sa terre, ce sont probablement des sinistres écologiques plus importants que le seul dérèglement climatique. Et donc à cet égard, pour l'instant, je suis évidemment prudent, ni Trumpphobie, ni Trumpmanie, mais mesurons bien que les effets indirects de certains aspects de la politique de Donald Trump peuvent en réalité être positifs pour l'environnement et que probablement que nous ferons bien sur un certain nombre de sujets d'engager le dialogue, notamment avec la nouvelle administration de la santé et de l'agriculture aux États-Unis. Merci Hervé Juvin. Jacques de Guilbon, vous êtes prêt à relever le gant ? Moi, je connais moins la politique de Robert Kennedy que M. Juvin, donc là-dessus, j'aurais du mal à en parler. Je ne savais pas ce qu'il faisait, notamment sur la nourriture transformée, ce qui est une très bonne chose. Sur la grippe aviaire et les vaccins, j'ai un autre avis, à mon avis, il est en train de la laisser se répandre et ça va aussi toucher l'humain, donc à mon avis, ça va poser aussi d'autres questions. Oui. Et il prend quand même un risque gigantesque là-dessus, de ce que j'ai compris en tout cas. Oui, je suis d'accord. Et sur la question des droits de douane qui limiteraient le commerce, etc., moi, j'ai lu ce livre de Arnaud Aurin que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Monde confisqué, et c'est sur le capitalisme de la finitude. Arnaud Aurin, O-R-A-I-N. Économiste et historien, donc directeur d'études à l'EHESS, qui explique que depuis la naissance du capitalisme, disons depuis le 16e, 17e siècle, il y a deux formes de capitalisme qui se sont affrontées alternativement, qui sont celles du libéralisme puis néolibéralisme, c'est-à-dire du commerce à l'échelle mondiale sans frontières, sans douane, sans aucune limite, celui dont on est en train de sortir, mais qu'il y en a un autre qu'on a vu notamment entre 1880 et 1914, qui d'après lui a provoqué notamment la guerre de 14, et puis aussi plutôt au XVIIIe siècle, en fait, qui est ce qu'il appelle le capitalisme de la finitude, c'est-à-dire des grandes puissances qui vont contrôler ce qu'il appelle des silos impériaux, c'est-à-dire des voies notamment de navigation, parce que c'est en général ça le principal mode de transport, et qui font que c'est une sorte de métropole qui contrôle ses colonies et qui va faire venir les denrées de ces colonies, pour simplifier, jusqu'à la métropole. Et inversement, ce qui reste un capitalisme et une forme de productivité aussi et de domination gigantesque, et qui évidemment n'applique pas les mêmes lois que celles du néolibéralisme dont on est en train de sortir. Donc que Trump va plutôt... ce livre a été écrit avant l'élection de Trump d'ailleurs, donc enfin, je suppose qu'il supposait que Trump allait faire ça, mais en tout cas c'est plutôt prophétique dans ce sens-là. Et on le voit, à mon avis, dans le bombardement intensif que fait Trump des Houthis au Yémen, qui n'est pas, pour un homme qui se vante d'être un homme de paix, qui n'est pas tout à fait innocent, c'est-à-dire que ça le gêne, que les Houthis gênent la navigation et le commerce américain par là, alors que les Chinois, eux, qui se sont entendus avec les Houthis, passent allègrement par là. Donc on voit des sortes de combats dans le reste du monde, de contrôle des voies de navigation, et s'il va couper sans doute une grande partie du commerce avec la Chine, c'est pas certain qu'il coupe le commerce avec d'autres parties de l'Asie ou de l'Océanie. En fait, c'est plutôt une réorganisation par silos impériaux, comme dit Arnaud Aurin, en fait, du commerce international. Donc, dans ce sens-là, je ne sais pas si Donald Trump se retrouve être un écolo même malgré lui. En fait, je ne suis pas sûr qu'on arrive à une diminution de la consommation d'énergie due au commerce et due à l'importation et à l'exportation de marchandises et à l'exploitation de pétrole et de gaz de schiste dont il va bien devoir le vendre à quelqu'un, en fait, le pétrole et le gaz qu'ils extraient aux États-Unis. Donc j'ai du mal à voir dans Donald Trump, même malgré lui, un écolo et un sauveur de la planète. Voilà. Effectivement, on a pu être surpris par la nomination de Chris Wright au secrétariat à l'énergie, qui lui-même a commencé sa carrière dans la fracturation hydraulique et possède, si je ne me trompe, un des plus grands groupes dans les énergies fossiles, Liberty, ça c'est toujours très drôle, Energy. Donc voilà, et bien entendu, il est opposé à l'idée d'un dérèglement climatique, ou plutôt il estime d'ailleurs qu'il pourrait être optimal, ce qui se tient davantage, parce qu'effectivement, certaines régions du monde, naturellement, vont profiter de ce dérèglement. C'est le cas de la Russie ou du Canada, dans une certaine mesure, en tout cas. Certaines régions, au contraire, devraient davantage en pâtir. C'est le cas de l'Europe. Pas de bol pour nous. A priori, les dernières données aujourd'hui vont dans ce sens. C'est-à-dire une Europe qui serait parmi les continents les plus touchés et les zones boréales, hyperboréales, qui seraient beaucoup moins... qui souffrirait beaucoup moins de ce dérèglement. Tanguy de Vienne, vous avez un avis sur la question ? Oui, effectivement, avec Donald Trump, un écologiste qui s'ignore, ce n'est pas totalement défendable, mais effectivement, on voit que le pire cohabite avec le meilleur. On parlait justement de Robert Kennedy, ce que je trouve très intéressant, c'est ce changement de paradigme profond, parce que, comme j'aime le rappeler, quand on veut créer un marché
on s'attaque aux conséquences, et quand on veut servir l'intérêt général, on s'attaque aux causes. Et je trouve très intéressant justement la démarche, enfin, de ne pas être dans une démarche consumériste qui va régler un problème en corrigeant ses effets, mais effectivement en s'attaquant aux causes profondes, à savoir l'alimentation, et en fait créer un terrain favorable. Pour ce qui est en tout cas de tout ce qui est, je dirais, lutte contre les virus, ou ce que je trouve intéressant, ce sont des démarches justement sur les semences, parce qu'on voit qu'il y a des chercheurs en herbe tout à fait respectables, donc de véritables paysans. Je pense à Pascal Pout. Alors je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est P2OT, donc c'est Pout ou Pout, je ne sais pas. Toujours est-il que sa recherche est très intéressante, puisqu'elle se fait sur le temps long, et il développe des semences parfaitement naturelles qui s'adaptent à un déficit d'eau, et il génère en fait, d'ailleurs sa spécialité c'est de vendre des semences, et finalement ça fonctionne. Donc on voit bien que cette observation, ou en tout cas cette résistance liée à un environnement défavorable, crée des semences qui elles-mêmes sont autorésistantes sans avoir besoin de traitement. Et là encore, on traite la cause, on ne traite pas la conséquence. Alors que, évidemment, dans l'agro-industrie, on traite toujours la conséquence. On se dit, allons vers le traitement chimique. Mais est-ce que les agriculteurs américains, les paysans américains, même si le terme s'applique plus rarement, parce qu'on est vraiment sur davantage de l'agriculture de masse, sont prêts à voir leur rendement diminuer si vraiment les thèses de Robert Kennedy sont mises en œuvre? C'est-à-dire que toute une partie de la production devra se faire autrement. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que aujourd'hui l'agriculteur américain continue à soutenir Donald Trump malgré effectivement les propositions, ou peut-être grâce aux propositions de Robert Kennedy? Est-ce que vous avez des informations sur ce que ressent le monde agricole américain? Oui, alors je suis toujours méfiant sur les généralisations. J'ai dit ni Trump-mania ni Trump-phobie. Il est évident qu'à peu près toute l'information dont nous disposons est Trump-phobiaque. Trump est en train de détruire toute la réglementation environnementale, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Trump est en train de nommer des coupables très proches des milieux de l'industrie des énergies fossiles. J'y reviendrai certainement par rapport à l'Afrique, mais nous avons probablement une vision un peu unilatérale et donc probablement très faussée. Je pourrais évoquer quelqu'un qui est familier de différentes antennes, de Tocsin, de TV Liberté, qui est Renaud Beauchard. Renaud Beauchard est à l'origine un avocat, d'origine française, mais nul n'est parfait, c'est une américaine. Il est installé à Washington. Et Renaud Beauchard, qui a été consultant pour la Banque mondiale, qui a été d'ailleurs, nul n'est parfait, non plus consultant pour USAID, je crois. Renaud Beauchard maintenant travaille sur l'agroforesterie. Renaud Beauchard travaille sur les pratiques écologiques en matière d'alimentation. Donc il entretient un verger, il entretient des jardins avec des plantes et aussi avec des légumes. Il s'intéresse beaucoup au sujet des semences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé une activité à partir de cela, il y a seulement quelques années. À un moment où je lui avais rendu visite à Washington, il en était tout au début. Cette activité maintenant est rentable, il donne des cours, il participe à des sessions d'entraînement et de formation. Et ce que j'en recueille, c'est que le mouvement de permaculture, le mouvement d'agriculture écologique, bio et de grande qualité, est en train de se développer de manière considérable. Donc n'ayons pas une vision trop univoque. J'ai vu sur différentes chaînes interviewer des représentants de l'agriculture américaine. Évidemment, c'était tous des agriculteurs opérant sur des centaines, voire des milliers d'hectares, produisant du soja, etc., etc. Mais c'est une image un tout petit peu caricaturale. Le problème du marché alimentaire aux États-Unis, que je trouve connaître un petit peu, c'est que le marché est extraordinairement segmenté et qu'en clair, si vous n'en avez pas les moyens, vous nourrissez des enfants avec des aliments hyper transformés. Et vous savez qu'ils ont une chance sur deux d'être diabétiques et d'être obèses à 12 ans, et c'est absolument dramatique, et c'est lié à la grande pauvreté. Et vous êtes à Boston, vous travaillez dans une banque d'investissement, vous êtes dans une grande law firm, vous achetez de la nourriture totalement sourcée bio, dont vous savez d'où elle est produite. On vous invite d'ailleurs à visiter ce que fait notre ami Renaud Beauchard. On vous invite d'ailleurs à visiter l'exploitation, à savoir comment c'est fait. Simplement, vous la payez 5 à 10 fois le prix. Il y a des prix qui sembleraient inconcevables pour des Français. Donc c'est une segmentation, je crois, qu'on refuse absolument en France. Le pari du général de Gaulle et son ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était une nourriture de bonne qualité à prix accessible à tous les Français et produite en France. Je pense que ça devrait redevenir notre mot d'ordre.
mais n'oublions pas une agriculture de bonne qualité avec des produits sains. Ça serait probablement ma première réponse. Je voulais ajouter un mot sur l'énergie. Nous avons ici évidemment une propagande massive contre tout ce qui est énergie fossile. Nous savons bien d'ailleurs que c'est une large illusion que d'avoir essayé de remplacer les énergies fossiles traditionnelles par des énergies renouvelables. La faillite de l'énergie Viende est une faillite de toute l'Europe. C'est elle qui a contraint à la fermeture de Fessenheim, c'est elle qui a contraint la France à ne pas poursuivre son avance nucléaire, et nous allons en payer le prix pendant une génération. Le second point que je voulais souligner, c'est tout simplement que je me trouve bientôt dans un sommet, un forum à Dakar, un forum de l'Afrique de l'Ouest, avec la France et aussi avec des intérêts chinois. Simplement, Hervé Juvin, dans ce cas, vous considérez que le nucléaire est une énergie fossile? Le nucléaire n'est pas une énergie fossile, D'accord. et le drame a été d'abandonner l'énergie nucléaire. D'accord, parce qu'en France, on a tout de même conservé. On l'a lors de heureusement Fessenheim, conservé. C'était le seul atout industriel que nous avions, hélas, et nous devons évidemment nous dépêcher de faire valoir cet intérêt on a perdu 10 contre ans. l'industriel. Mais on a perdu, c'est très exactement ça. Alors en Afrique, que se passe-t-il? Vous le savez, l'Afrique est une région. Les nations africaines, globalement, ont un coefficient de dégagement de carbone extrêmement faible, voire certaines sont neutres en carbone ou détruisent plus de carbone qu'elles n'en émettent. Or, alors qu'il y a du gaz et du pétrole dans de nombreux pays africains, naturellement au Nigeria, mais au Mozambique et beaucoup d'autres qui n'est pas encore découvert, les normes environnementales, notamment européennes, notamment dans le cadre de l'accord de Paris, rendent impossible à tout pays africain de financer de la recherche et de l'exploitation pétrolière ou gazière, parce qu'aucune grande banque dans le monde et aucune grande compagnie d'assurance dans le monde ne veut les financer et ne veut les assurer. Ça a provoqué, il y a à peu près un an, le fait que 18 pays africains se sont réunis pour créer une banque africaine de l'énergie, pour financer la recherche et l'exploitation de nouveaux champs de pétrole et de gaz absolument indispensables au développement des nations africaines. Eh bien, partout où je suis en contact avec des autorités dans ce domaine en Afrique, ils sont évidemment extrêmement positifs par rapport à la nouvelle politique de Donald Trump, et ils espèrent que les États-Unis vont faire sauter un certain nombre des règles parfaitement légitimes en Europe. Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'on ne finance pas de nouvelles centrales à charbon en Europe. Je suis extrêmement d'accord sur le fait qu'on fasse très attention si on doit financer de nouvelles centrales au gaz ou au pétrole. Mais en revanche, dans une Afrique qui manque désespérément d'énergie et qui a les ressources sur son propre territoire, c'est proprement scandaleux d'empêcher le financement et l'assurance de l'exploitation de pétrole et de l'exploitation de gaz. Je dis ça pas du tout pour adhérer à la politique de Trump, qui me semble désastreuse pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, qui va continuer à importer du gaz de schiste dont on connaît les ravages écologiques. Mais je dis que du point de vue du développement de l'Afrique et du point de vue des nations africaines, cette politique est justifiée, cette politique rencontre l'adhésion, et essayons de ne pas avoir un regard trop unilatéral et quelquefois un peu colonial sur le reste du monde. Jacques de Guilbon. Je trouve que c'est problématique parce que d'une part, le réchauffement climatique est global, donc qu'on extrait des gaz de schiste, des pétroles ou des gaz en Afrique et qu'on les brûle, ça va participer au réchauffement climatique global, et donc c'est pas uniquement, on peut pas prendre uniquement l'intérêt de ces pays africains en cause, mais aussi il faut prendre l'intérêt global du monde en fait. Donc on est dans une décarbonation générale en fait, et me semble-t-il ça va dans ce sens-là. Et secondo, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour le fait que ces pays africains développent une énergie nucléaire dans ce cas-là, puisque vous trouvez qu'elle est bonne pour la France et pour le reste du monde? Ça me paraîtrait plus judicieux. À une instabilité politique de la majorité des pays du continent africain. Oui, alors dans ce cas-là, on est dans une vision coloniale. C'est pas moi qui suis dans cette vision-là dans ce cas-là, mais voilà. Et je vous laisse responsable de vos à l'heure actuelle, de vos paroles le en cas. fait. Mais oui, mais d'accord, mais donc responsable. Exactement. mais des pays, enfin, je sais pas, ça me paraît contradictoire, et notamment avec ce que vous disiez aussi au début sur le quand vous donniez votre exemple en Inde, en fait, de ces gens qui ne sont pas soumis à la raison occidentale, qui sont liés à la nature, etc. Là, vous allez les aider en fait à passer dans le monde occidental de l'exploitation des ressources, etc. Donc dans ce cas-là, vous prenez encore un risque supplémentaire. Voilà. Enfin, moi, je suis pas africain et je suis pas colonialiste non plus, mais ça me paraît être délicat et critiquable sur ces points-là, en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager des conséquences positives à la politique de Donald Trump aux États-Unis, à son protectionnisme, sur le plan agricole et environnemental en Europe? Est-ce que finalement, de la même façon qu'on se dit, étant donné que le parapluie militaire protecteur américain disparaît, eh bien nous allons réindustrialiser, est-ce que finalement on n'aurait pas cette tentation de se réjouir et
d'envisager enfin une véritable souveraineté agricole, d'envisager enfin de se distinguer justement sur le parc énergétique, notre parc énergétique, et d'être moins dépendant de l'énergie fossile américaine. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure des occasions pour que l'Europe prenne enfin son envol? Mais d'un point de vue agricole, j'ai l'impression qu'on est déjà souverain en fait et qu'on importe assez peu des États-Unis, mis à part du soja, je crois. On exporte beaucoup, alors oui, c'est ça. Ça peut poser problème. Si les droits de douane augmentent, mais ça pose, dans ce cas-là, ça forcera les agriculteurs européens et français qui nous expliquent toute la journée, qui nourrissent le pays en fait, à le faire enfin et à réduire leurs exportations de millions de tonnes de blé en fait vers le reste du monde, notamment vers l'Afrique qui ruine en fait dans ce sens-là d'après moi. Mais voilà. Et ça veut dire une conversion qui est lourde, qui prend du temps, qui peut faire la peau à de nombreux agriculteurs. Il n'y a pas de repas gratuits, donc c'est ça. Les agriculteurs, là encore. C'est ça. Mais là, quels agriculteurs? Ouais. Et c'est vrai que, comme vous le rappeliez, il y a deux mondes agricoles au moins. C'est-à-dire qu'il y a le monde paysan qui, effectivement, va cultiver quelques hectares de terre. On pense évidemment au maraîchage. Et puis, les grandes cultures ultra mécanisées, très interventionnistes en matière de traitement fongicides, pesticides, que sais-je, et qui, elles, se targuent d'assurer une souveraineté alimentaire, alors qu'en réalité, ils exportent 60% de leur récolte. On le voit très bien, on avait évoqué le thème des méga-bassines, et qui était lié justement à une culture qui était totalement inadaptée au Poitou, ou en tout cas à cette région-là, puisque traditionnellement, elle était équilibrée avant que de grands travaux soient entrepris dans les années 50-60. On voit les conséquences aujourd'hui, et finalement, on est dans un modèle, c'est là où je voulais en venir aussi, qui a énormément d'inertie. C'est vrai que quand on fait un choix énergétique, alors on peut se féliciter sur le nucléaire que son inertie l'ait sauvé, puisqu'on ne pouvait pas arrêter le parc nucléaire du jour au lendemain. Donc, mais on peut aussi regretter que justement de confirmer une dépendance au pétrole, au gaz, au charbon, que sais-je, puisque la première énergie, je crois aujourd'hui, c'est encore le charbon. Bien forcément, ça crée toute une industrie productrice d'électricité, je pense évidemment au charbon en Chine, et qui crée véritablement une obligation de continuité et qui bloque finalement les choses pendant plusieurs décennies. Alors en fait, on est obligé d'en tenir compte. Moi, je me souviens de cet épisode extrêmement singulier. Au début du Covid, tout s'arrêtait et le prix du pétrole est devenu négatif. Oui. Ce qui prouve bien que lorsque l'on choisit une énergie, en fait, on n'a pas de capacité de stockage. On a simplement une capacité de flux. Et en fait, ce flux a beaucoup plus d'autorité que la demande du marché. Le marché est en demande, très bien, le flux augmente. Si le flux augmente, il a tellement d'inertie que le marché doit s'adapter. Et c'est comme ça que, justement, l'illustration en plein Covid a montré à quel point les capacités de stockage étaient limitées et que la consommation était absolument nécessaire, obligée. Et sur les matières premières, c'est exactement pareil. On est très tributaire du cuivre, du métal, etc. Eh bien, on se dit aujourd'hui que ce qui a de l'autorité, c'est la masse de production et la masse de consommation, quitte à devoir trouver des usages complètement inutiles, mais simplement pour placer le produit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde industriel, et d'ailleurs, si j'ai le temps, j'en viendrai sur les pompes à chaleur, justement. Bien sûr, nous aurons le temps. Nous le prendrons en tout cas. Là. Hervé Juvin. Que pourrait faire l'Europe ? Je souligne ce qui vient d'être dit. J'avais eu l'occasion il y a quelques années de publier chez Gallimard un livre qui s'appelait « Le gouvernement du désir ». Il faut bien voir que le budget le plus important de nombre de grandes sociétés, et pas seulement dans le luxe, c'est tout simplement de créer le désir du consommateur. C'est très exactement ce que vous dites. Ça n'est absolument pas le besoin ou l'appétit naturel de l'être humain qui commande. C'est la création du désir par les grandes firmes, dont certaines consacrent des budgets absolument phénoménaux, pas du tout à produire, pas du tout à faire de la recherche et de l'innovation, mais bien à créer le désir du consommateur. Je partage totalement ce que vous avez dit. De manière plus générale et en deux mots, il y a énormément d'aspects haïssables, détestables et négatifs dans la politique de Trump. Mais si je parle anglais, the global picture, l'idée générale que les États-Unis et les autres pays du monde doivent retrouver davantage d'autonomie. L'idée qu'on a laissé la globalisation aller contre nos intérêts, surtout contre notre indépendance et notre autonomie. L'idée beaucoup plus violente que maintenant plus personne ne peut arrêter la Chine et que la Chine est probablement en train de prendre l'ascendance sur l'Occident dans des domaines absolument stratégiques et absolument majeurs, du quantum computing à l'intelligence artificielle, etc. Je pense que la Chine est aujourd'hui irrattrapable.
et je vois l'effet d'attraction exercé sur l'Inde, qui probablement, avec une qualité de chercheur et une qualité d'entreprise également dans l'innovation absolument exceptionnelle, est probablement en train, elle aussi, de ne plus avoir tellement besoin de l'Occident. Je comprends la réaction de Donald Trump, et la réaction américaine qui est, il faut relocaliser. Un pays qui n'a pas d'industrie ne peut pas faire la guerre. Il faut recréer des industries sur notre territoire. Un pays qui laisse sa population obèse, un pays qui laisse son espérance de vie diminuer année après année, est un pays qui est en train de sortir de l'histoire de l'humanité et de l'histoire du progrès. Sur tout cela, on ne peut que partager, en gros, les grands choix de Donald Trump, même si on peut être extrêmement critique sur un certain nombre des choix précis qu'il fait dans le domaine du réchauffement climatique, dans le domaine du pétrole, etc., etc. Mais globalement, que nous regagnions notre autonomie stratégique chère au président Emmanuel Macron, que nous cessions donc d'être dépendants de l'extérieur dans des domaines critiques, que nous envisagions de rapatrier nombre d'industries qui sont vitales, je parle de l'armement, je parle de l'énergie, je parle de l'alimentation sur notre territoire, tout ça est essentiel. La simple remarque, j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience dans le territoire des Pays de la Loire. On dit aux gens, est-ce que vous voulez qu'on retrouve de l'industrie? Oui. Vous voulez qu'on recrée des usines près de chez vous? Non. Est-ce que vous êtes prêts à aller travailler dans l'industrie? Non. J'ai très peur qu'étant donné l'état de la population américaine, étant donné la pression du court terme sur les investissements américains, tout simplement la politique de relocalisation de Donald Trump soit tout simplement impossible à mettre en œuvre. Ce qui a été caricaturé d'ailleurs par l'intelligence artificielle en Chine, qui imaginait des Américains obèses en train de coudre des t-shirts ou de monter sur des chaînes. L'image a fait le tour du monde, bien de entendu. voitures, bien entendu. Jacques de Guilbon, est-ce que vous avez une conclusion sur ce sujet? Non, mais quand vous parliez, M. Juvin, vous dites regagner notre autonomie stratégique. Est-ce que vous parlez dans ce cas-là du point de vue de Donald Trump ou celui de l'Europe en fait? Parce que j'ai l'impression que vous le mélangez. Celui de la France ou de l'Europe. Ah oui, c'est ça. Donc on se détache nous-mêmes des États-Unis. En fait, donc on profite de ça. Dans ce sens-là, je suis d'accord en fait. Non, parce qu'il y a parfois une confusion mais pas de votre fait, mais dans l'esprit de l'Européen, de supposer que le réarmement des États-Unis en fait va nous profiter à nous parce qu'on serait forcément dans le même monde et dans le même camp. Pas. Et je pense qu'on est de moins en moins dans le même monde et dans le même camp. Que peut-être nous on l'a cru ou ils l'ont jamais cru d'ailleurs, mais enfin on est en train de s'en apercevoir qu'on était cocu depuis le début. Par ailleurs, je pense que la Chine elle-même va avoir des soucis, notamment sur sa population qui va vieillir, décroître, etc. Et que je suis pas certain qu'elle soit non plus économiquement dans une forme olympique, même si elle continue à croître en fait. Voilà, c'est pas certain que les Chinois réussissent leur prise de pouvoir et de domination mondiale dans ce sens-là. Voilà, c'était mon avis simplement. Très bien. Tanguy de Vienne. Là, vous me prenez de court. Je pensais avoir déjà donné mon avis. C'est l'objectif. Cherche à vous piéger. Oui, non, mais tout ce qui est dit évidemment intègre cette nuance. Je ne sais plus où. Là, j'étais déjà parti sur mes pompes à chaleur, mais en fait, je voulais insister sur effectivement cette inertie toujours, c'est-à-dire des choix stratégiques qui derrière conditionnent pour des décennies. Et ça me semble être une notion extrêmement importante. Les choix qui sont faits aujourd'hui par Trump, effectivement, interrogent sur leurs conséquences immédiates. En attendant, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui même désarme ceux qui seraient censés justement être contre le libre-échange. Je pense évidemment à notre cher, nos partis de gauche qui sont complètement désarmés face à une attaque contre le libre-échange, mais alors là nourrie, et finalement qui ne savent pas très bien comment la commenter, puisque se disent « mais non, mais on ne peut pas être trumpiste ». Ben oui, mais pourtant, là, il y a vraiment une action contre le libre-échange. Si je peux ajouter mon petit grain de sel... Effectivement, la seule chose qui m'inquiète, parce qu'on le souhaite tous, et je pense que la majorité de nos auditeurs le souhaitent également, c'est peut-être même ce qui distingue les auditeurs de Radio Courtoisie de ceux de nombreuses autres stations, qu'on retrouve une souveraineté alimentaire, qu'on retrouve une industrie. Est-ce qu'on se rend compte le temps qu'il faut pour former des gens, pour retrouver l'esprit d'effort, pour refuser la satisfaction, le gouvernement du plaisir et du désir et du plaisir qui s'ensuit. Et mettez-vous simplement à la place de l'agriculteur qui aujourd'hui est cultivé depuis, mettons, 30 ou 40 ans, de la même façon, des grandes cultures, qui aujourd'hui est dépendant et uniquement dépendant des marchés financiers internationaux pour toute sa production. C'est pas ça, c'est que c'est lui qui devra convertir son exploitation.
Comment le faire? Imaginer les contraintes financières, bien sûr, racheter Ça a été un progressif. outillage et ensuite retrouver un nouveau marché. Et en fait, il s'agit de changer littéralement de métier. Marché, C'est-à-dire justement. Mais là, ce n'est pas le marché qui doit piloter les choses. Le but n'est pas le marché. Non, mais Le but n'est si pas la on retrouve rentabilité. notre souveraineté uniquement. alimentaire, c'est-à-dire que là, son blé dont il connaissait le cours chaque jour, d'ailleurs dont le cours ne dépendait en rien de sa qualité, de la qualité de sa production, Oui. ni même des conditions météorologiques et de la qualité des rendements du pays dans lequel il vit, mais dépend de l'état de la récolte en Australie, en Chine ou en Argentine, et plutôt aux États-Unis. Oui, Surtout. Et c'est-à-dire que cette personne qui aujourd'hui a son blé qui est acheté automatiquement sur des marchés internationaux va devoir totalement se recycler. Et Oui. c'est extrêmement compliqué. C'est Oui, l'occasion c'est d'une extrêmement- libération pour lui aussi. On peut imaginer. c'est- Voilà. Quand vous avez 50 ans, Et ce n'est pas parce c'est que le l'âge moyen des chemin agriculteurs. est difficile qu'il faut y renoncer. Ah, je dis pas qu'il faut y Et renoncer. En fait, on est allé Bien entendu. progressivement vers un système, justement ce système agricole qui trahit ses limites aujourd'hui à de nombreux égards. Donc effectivement, on doit faire un cheminement arrière, ou en tout cas raisonné, puisque oui, on parle d'agriculture raisonnée. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'accompagnement est tout à fait symbolique, c'est-à-dire qu'on a un discours écologique concernant l'agriculture, mais finalement, il n'y a pas véritablement d'accompagnement. Donc forcément, on reste dans un modèle dominant qui est finalement l'héritage des remembrements des années 80. Et bien, une fois n'est pas coutume, Tanguy Devienne, je vous laisse la parole. Parce que oui. vous allez avoir 3 minutes avant la fin de cette émission pour évoquer les très pompes bien, à chaleur. Mais oui, Est-ce c'est qu'il un faut s'en sujet procurer anecdotique. Eh bien là, Pas je du dirais tout. que les pompes à chaleur ont au moins cette qualité, c'est qu'elles se nourrissent de l'inertie, mais de la bonne inertie. Et en fait, j'aimerais surtout inviter toute personne qui est démarchée, justement, quand on lui propose des pompes à chaleur ou de la géothermie, de ne pas se faire avoir par ce marché, parce qu'effectivement, il y a une pression de l'industrie qui veut absolument caser du matériel. Et qu'est-ce que l'on case comme matériel? Des pompes à chaleur aérothermiques et uniquement aérothermiques, donc qui se servent finalement de l'inertie thermique de l'air. Qu'y a-t-il comme inertie thermique dans l'air? Mais il n'y en a pas. En plein hiver, lorsque vous avez moins 5 degrés dehors, vous ne pouvez capter absolument aucune calorie. Donc voilà, c'est très décevant puisque vous avez besoin de chauffage, vous allez pouvoir économiser théoriquement grâce à une inertie thermique extérieure des calories ou en tout cas de l'énergie. Et finalement, puisqu'il n'y en a pas, puisqu'il fait moins 5 dehors, forcément, ça n'a qu'un rendement de chauffage électrique. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est bien distinguer aérothermie de la géothermie, de l'aquathermie. Et l'aquathermie, là, il y a une vraie solution, puisqu'on a l'inertie thermique de l'eau qui se trouve dans les nappes phréatiques et qui, elle, été comme hiver, est à 13-14 degrés, quelle que soit la région. Donc en fait, cette inertie thermique, c'est celle qui est qui est la véritable garantie d'avoir une performance constante. Malheureusement, ça ne concerne que 3 pour 1000 des installations. Tout simplement parce que le marché, lui, doit placer du produit et qu'aujourd'hui, l'artisanat, à bien des égards, est pris en otage par l'industrie qui doit placer du produit. Je le dis souvent, malheureusement, aujourd'hui, la construction, le bâtiment n'est devenu qu'un empilement de matériaux industriels. Eh bien, merci Tanguy Devienne. Si je comprends bien, il faut donc se procurer des pompes à chaleur qui fonctionnent comme des puits canadiens, c'est bien la même chose? Ah oui, C'est le le même puits principe canadien, exactement. Le puits canadien utilise effectivement l'inertie thermique du sol, mais C'est ça. en y faisant passer de l'air, bien qu'il y ait aussi des puits. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent en la matière et ça s'apparente à de la low-tech. C'est pas de la high-tech. Parfait. Et donc, il y a peu d'entretien, donc de l'autonomie. Eh bien, écoutez, merci Tanguy Devienne, merci Hervé Juvin pour avoir participé à cette émission, ainsi que Jacques de Guilbon. Merci à tous les trois, merci à nos auditeurs d'avoir été fidèles à cette soirée en ce jour de Pâques, enfin de samedi saint. Et j'en profite bien entendu pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de Pâques. Et j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine émission, Les Pâturages du ciel, consacrée à la question, à l'enjeu démographique. Et elle aura lieu donc au mois de mai. Je vous préciserai la date la prochaine